Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous. Beaucoup d'applaudissements. Bon, vous n'êtes pas venu seul ce soir? Non, je suis venu avec Nemo qui fait Romain quand il est adolescent. Donc Nemo Schiffman, s'il vous plaît. Bonsoir. Salut, comment ça va? Ça va très bien. Bon, on est ravis en tout cas de vous recevoir ce soir autour d'un film moi que j'ai tout simplement trouvé vraiment hallucinant. Hallucinant pourquoi? Parce que je pense que pour un film français, on a rarement l'occasion de voir des images autant abouties, un film autant travaillé. Ça fait vraiment plaisir. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Il y a énormément de travail derrière ce film. Et ça, je tenais vraiment à le saluer parce que moi, j'ai passé un agréable moment en le découvrant. J'ai découvert cette histoire de Romain Gary que je ne connaissais pas. J'ai vraiment été plongé dedans dès les premières minutes et ce jusqu'à la fin. Donc voilà, pour tout ce travail, merci beaucoup Eric Barbier, c'était vraiment un moment très sympa. Vous allez pouvoir poser plein de questions. Moi je vais quand même poser la première. Tout simplement, ça va pas être très original comme question, mais d'où cette envie de parler de cette histoire de Romain Gary? Est-ce que c'est une histoire que vous connaissiez quand vous étiez plus jeune, qui vous a marqué? Pourquoi la raconter et nous la dévoiler de cette manière? Alors oui, l'origine du projet, en fait, qui est, comme vous le soulignez, c'est un projet qui est assez lourd, qui est assez ambitieux. Donc c'est un projet qu'un réalisateur, généralement, a du mal à proposer, à mener à bien seul. Donc en fait, c'est un projet qui s'est mis en place aussi avec les producteurs qui adoraient La Promesse de l'Aube. Et il se trouve que Diego Gary, qui est le fils de Romain Gary, à un moment donné, les droits se sont libérés. Donc Diego Gary a demandé à plusieurs maisons de production et plusieurs réalisateurs de faire une espèce de note sur l'idée de l'adaptation du roman au cinéma. Et on a, avec Eric Gelman et Philippe Rousselet, les producteurs, en fait, la direction d'adaptation qu'on a choisie a été choisie par Diego Gary, qui a lancé le projet. Et c'est un projet qui a mis beaucoup de temps pour se développer, parce qu'en fait, on a mis 4 ans, à partir du moment où on a commencé à écrire le scénario, ça s'est terminé il y a 2 mois à peu près. Donc il y a eu 4 ans de travail sur le film, puisqu'il y avait tout un travail de reconstitution, un travail de recherche, un travail de repérage aussi autour de la grande fresque que représente la période de vie que raconte le roman, puisque je souligne toujours que c'est pas du tout un biopic, hein, c'est vraiment le roman La Promesse de l'Aube, qui est une vision, je dirais à 50% de la vérité, à 50% totalement imaginaire de Gary, et où il grandit un petit peu tous les personnages. Ils ont fait des personnages complètement romanesques. Et donc voilà. Toi, tu t'es assis. Oui, on est bien, on est là, on est avec les gens. Ok, je m'assois. On a l'impression d'être chez Drucker. Je suis un peu moins vieux quand même. Non, voilà. L'origine du projet, en fait, c'est ça. Hein, à la base. Et en même temps, d'un point de vue personnel, moi, c'était un livre que j'avais lu quand j'étais en terminale, je crois. Et c'était à l'époque, j'avais lu 3 livres de Gary. J'en avais lu 2 en sachant que c'était Gary. J'avais lu Les Racines du siècle, qui avait le prix Goncourt. J'avais lu La Promesse de l'Aube, parce que c'était un des romans clés pour les gens qui aimaient Gary. Et j'avais lu aussi La vie devant soi, mais avant qu'on découvre que Émile Ajar, en fait, était en réalité Romain Gary. Donc j'avais lu ça parce que La vie devant soi avait eu le Goncourt que Gary avait refusé. Voilà. Donc on peut parler aussi des performances des acteurs, parce que le casting est particulièrement prestigieux, donc, notamment avec Charlotte Gainsbourg et Pierre Ninet. Et on voit émerger de jeunes talents. Donc voilà, Nemo, je pense que tu en fais partie. Je pense que tu fais partie certainement du futur du cinéma français. En tout cas, je te le souhaite. Comment toi tu as vécu, intégrer justement ce casting? Comment ça s'est fait, les contacts avec Eric? Raconte-nous un petit peu tout ça. Moi, quand Eric est venu me chercher,
donc qui m'a proposé l'adaptation de La Promesse de l'Aube. Je connaissais pas du tout le roman ni l'œuvre de Romain Gary, parce que je ne l'avais pas étudié en troisième, contrairement aux gens de mon âge. Mais du coup, je me suis plongé dans la lecture d'abord du scénario, et ça m'a vachement plu. Du coup, j'ai dit oui. Puis après, j'ai lu le livre. Et après, j'ai eu les noms de Pierre Ninet et de Charlotte Gainsbourg. Après, c'est vrai que j'étais un peu inquiet, entre guillemets, de jouer avec Charlotte Gainsbourg, parce que, comme vous l'avez vu, c'est un rôle de mère en furie. Je ne l'imaginais pas du tout dans ce registre. Du coup, j'avais un peu peur, mais le premier jour de tournage, quand elle est arrivée, mon premier jour de tournage, j'ai plus vu Charlotte, quoi. J'ai vu Nina, et vous avez vu comme elle est remarquable. Et j'aurais pas pu rêver de meilleur partenaire pour jouer avec. Et de meilleure maman, du coup. Meilleure maman au monde. Pardon? Oh oui. Oui, elle va être contente, là, vraiment. Comment est-ce que j'ai choisi Pierre Ninet et Charlotte Gainsbourg? Alors, donc j'ai écrit le scénario sans absolument penser à aucun acteur, parce que c'était très compliqué pour moi de penser à des acteurs en écrivant, parce qu'il y avait cette difficulté d'adapter le roman de Gary avec un poids, une responsabilité un petit peu par rapport à l'œuvre de Gary qui était très lourde. Donc je ne me suis pas préoccupé des acteurs. Quand j'ai terminé l'écriture du livre, la première personne qui s'est imposée, c'était Pierre. Parce que je savais qu'en fait, j'avais besoin d'un acteur qui était un très très grand acteur, et j'avais besoin d'un acteur qui arrive à me faire voyager le spectateur entre le moment où il commence le film, c'est-à-dire quand il a une vingtaine d'années, et jusqu'à la fin où il a 44 ans. On a la dernière scène sur le banc que je trouve très émouvante personnellement. Et donc j'avais besoin d'un acteur. Je sais que je connaissais Pierre pour l'avoir vu au cinéma, dans les films. Je l'avais vu au théâtre, à la Comédie Française. Donc je le connaissais pas du tout personnellement, mais dans son travail. Et le hasard a fait que Pierre, en fait, était assez... c'est quelqu'un qui était assez passionné par Gary. Donc les choses se sont faites très très vite avec Pierre, tout de suite presque, après l'écriture du scénario. Par contre, Charlotte, alors ça c'était toute une grosse histoire qui rejoint un petit peu ce que racontait Nemo. C'est que, en fait, je connaissais Charlotte, mais dans la vie. Pour le coup, c'était l'inverse de Pierre Ninet, puisque, en fait, j'avais fait 2 films avec son compagnon Yvan Attal, j'avais fait 2 films avec lui comme acteur. Donc, on se voyait souvent avec Charlotte. Donc, quand elle a commencé à savoir que je travaillais sur La Promesse de l'Aube, elle m'a dit, mais Eric, machin, tu te rends pas compte, c'est l'histoire de mes grands-parents. Et en fait, c'est vrai que les grands-parents, donc les parents de Serge Gainsbourg, en fait, ont émigré de Russie. Et ils ont émigré à peu près à la même période que la mère de Gary, un peu avant. Et vraiment, ça faisait partie du même type d'immigration. Et donc, elle me disait, mais je vois ma grand-mère et tout ça. Donc, au bout d'un moment, j'ai fait lire le scénario et en même temps, je pensais dans ma tête, je me disais, mais Charlotte Gainsbourg, c'est pas possible, quoi. Je rêvais de tourner avec elle. Alors, ça, c'était le truc, parce que j'adore Charlotte, j'adore comme actrice, mais je me disais, mais puis elle est toute timide, elle est toute là, elle marche, elle est frêle, elle est toute légère. Et j'imaginais la mère comme ça, un petit peu lourde et violente et entière. Et en fait, là où j'ai vraiment découvert Charlotte et où on se rend compte qu'on a droit à des acteurs qui sont exceptionnels, c'est qu'elle a lu le scénario et la première chose qu'elle m'a dit, je veux jouer le rôle, mais c'est pas du tout moi. Elle m'a dit, mais c'est pas du tout moi. Alors je lui ai dit, bah oui, je sais bien, je peux pas te le dire, mais puisque tu me le dis maintenant, je sais que c'est pas du tout toi. Et donc à partir de là, elle m'a dit, mais il faut me transformer, quoi. Et donc à partir de là, elle a accepté de pousser, de mettre des... Alors, donc elle joue tout le film avec des prothèses, en fait. Elle a des prothèses pour la voûter, elle s'est fait mettre des seins, donc pour avoir des seins assez bas, elle s'est mettre du ventre, des fesses un peu lourdes. Ça veut dire qu'elle a alourdi le personnage énormément. Et par exemple, il n'y a pas une scène où elle n'a pas une perruque. Depuis l'enfance jusqu'à la fin, elle a une perruque. Donc elle a fait un travail absolument incroyable de transformation physique. Et moi, c'est vrai que quand je l'ai vue sortir de la salle de maquillage, j'étais très impressionné par la transformation. Ça veut dire qu'elle avait vraiment disparu. C'est-à-dire le côté justement un peu évanescent de Charlotte avait complètement disparu. Elle avait une espèce de présence physique énorme. Et donc j'avais demandé au maquilleur tout ça de me la présenter, comme on dit, c'est-à-dire d'aller au bout du maquillage, des prothèses et tout ça. Et quand elle est apparue, c'était vraiment Nina. Et ce qui est formidable, je trouve, dans le travail qu'elle fait, c'est qu'elle a une transformation physique quand même très importante, et en même temps, elle garde une capacité d'émotion, une capacité de justesse dans le jeu qui est incroyable.
sur les scènes avec l'enfant, la violence, ou les scènes d'amour, ou les scènes de passion, ou les scènes drôles, ou les scènes... je veux dire, elle avait une capacité, elle a une liberté dans le jeu qui était absolument ahurissante, vu tout ce qu'elle avait construit artificiellement. Et donc c'était un mélange pour moi assez magique sur le tournage. Voilà, donc ça a été la rencontre des deux. Après Nemo, donc je l'avais vu, parce que en fait Nemo avait déjà travaillé sur un film qui s'appelle Elle s'en va, qui est un film d'Emmanuel Berco, où il jouait avec Catherine Deneuve. Je l'avais vu, c'était 4 ans avant. Et en fait, je me suis dit, mais quel âge il a, Nemo? Parce que je me rappelais, lui, il était gamin. Et je me disais, mais maintenant, ça fait 3-4 ans le film. J'ai appelé la réalisatrice, donc elle m'a dit, mais Nemo, il a 15 ans. Et donc je me suis dit, bon, si c'est bon, c'est bon. Et en effet, donc on s'est rencontrés, il n'y a pas eu de casting. Et par contre, le gros casting du film, c'est le petit gamin, Pavel. Alors lui, ça a été, on a vu 580 gosses. C'est-à-dire parce qu'on avait besoin d'un enfant qui parlait 2 langues. Donc ça veut dire on a fait un casting en Pologne, un casting en Belgique, où il y a beaucoup d'immigrés polonais, un casting en France aussi. Et à l'arrivée, on a vu surgir Pavel parmi tous ces enfants, et qui était très au-dessus d'eux. Et donc le casting s'est un peu conçu comme ça. Et après, sont agrégés des gens avec qui j'avais très envie de travailler. Par exemple, Bourdon ou Daroussin, c'est des gens avec qui j'avais très envie de travailler. Et ils ont été vraiment géniaux sur le film parce qu'ils se sont impliqués complètement. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'aussi c'était l'ambition du projet, l'adaptation de ce roman qui est un roman assez culte pour les gens qui connaissent Gary, mais il y avait une implication des acteurs vraiment jusqu'au bout. Et donc ça a été pour moi, je crois que le plus beau souvenir, même si c'est un film d'aventure, si c'est un film où on a travaillé dans beaucoup de pays, dans beaucoup de lieux, mais je sais que le grand souvenir pour moi du film, c'est la rencontre avec tous ces acteurs, qu'ils soient connus ou pas. Hein. Mais tout le monde a été vraiment extraordinaire sur le film. Voilà. C'est trop long. Hein. Tout le monde est endormi. Le mec, dégage. Y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît? Non, on ne peut pas dire ça. Ah, vous êtes très loin, monsieur. Bon, ça fait rien, je monte. Alors, on peut meubler, hein, on peut meubler, vous savez. Alors, monsieur, je me rapproche de vous. Et grâce à vous, j'aurais fait un peu d'exercice ce soir. Donc, ça, c'est très bien pour moi. Allez, je vous laisse la parole. Oui, merci. Vous avez dit que vous aviez tourné dans différents pays. Et je voulais savoir, ce que j'imagine, mais peut-être à tort, que pour la première partie du film, vous avez travaillé à Vilnius, ou vous êtes allé à Vilnius pour au moins vous inspirer un peu de ce qui pouvait être l'ambiance de l'époque pour retracer cette enfance dans ces lieux. Oui, exactement. En fait, on est resté 10 jours à Wilno. En fait, moi, j'appelle Wilno parce qu'à l'époque, c'était en polonais et maintenant, c'est Vilnius. Parce que pour les gens qui ne savent pas, en fait, à l'époque, c'était le Grand-Duché de Pologne, en fait. Ça faisait partie de la Pologne. Et après, c'est devenu, donc après la guerre, c'est devenu la Lituanie. Et donc, la Lituanie, la capitale a pris comme nom Vilnius. Et donc, on est allé avec le chef décorateur à Wilno. On est resté 10 jours là-bas en fait pour rechercher les archives, donc ce qui était assez passionnant parce que c'est comme un travail d'enquête quoi. On a enquêté sur où il habitait, donc on est allé voir l'endroit où il habitait puisque la maison existe toujours, en tout cas l'entrée parce qu'on n'est pas sûr de la maison puisque la maison a changé de nom. En fait, ce qui s'est passé pour les gens qui connaissent pas l'histoire de cette région, de ces pays-là, c'est que en fait c'est des pays après-guerre donc qui sont devenus soviétiques. Donc les soviétiques ont beaucoup rechangé la structure, l'architecture, ils ont rebaptisé les rues, ils ont rechangé, ils ont rasé. Par exemple, il y avait tout un quartier qui était un énorme quartier central, qui était le quartier juif du centre de Wilno, qui a été rasé, ils ont fait des avenues. Alors, ils en ont gardé un tout petit peu, mais c'est un petit peu du décorum maintenant. Donc, la structure de la ville n'existait plus vraiment. Et par rapport aux documents qu'on a retrouvés, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un endroit qui était parfait pour tourner, c'était Budapest. Parce que par exemple, à l'époque de Wilno, il y avait ce que vous voyez au début du film, quand la mère elle gueule et qu'elle dit mon fils il va devenir ambassadeur de France, tout ça. En fait, il y avait ces couloirs extérieurs à l'époque à Wilno, les gens nous racontaient, les gens habitaient, rentraient par leur maison en fait par ces couloirs extérieurs. Donc on a construit toute la rue de Wilno, en fait, on a repris des images de Wilno qu'on a reconstruit en décor sur un terrain vague pour garder la lumière de
la lumière du jour, c'est-à-dire pas tourner en studio, on recrée la lumière mais qui fait toujours un petit peu faux. Donc on a reconstruit ces rues dans un terrain vague au milieu de Budapest où les découvertes étaient découvertes, qui étaient relativement justes par rapport aux archives qu'on avait trouvées sur Villeneuve. Voilà. Donc ça a été, mais disons, le travail de recherche sur le film avec l'équipe, parce que là je dis de recherche, c'est vraiment des choses que quand on est réalisateur, on ne fait pas du tout seul. Les recherches, il y avait à peu près une vingtaine de personnes qui travaillaient sur tous les détails, l'histoire, je sais pas, les enseignes des magasins, les plaques d'immatriculation des voitures, les journaux, quels journaux, par exemple, quand on voit un kiosque à journaux, quels journaux il faut mettre, à telle époque, à telle période, au moment où Gary édite sa nouvelle, L'Orage par exemple. Donc il y a tout un travail qui a duré presque un an, quoi, de recherche autour du film, pour arriver en effet à recréer une part de la réalité qui aujourd'hui n'est pas vraiment précisée dans le roman. Voilà. D'autres questions? Oui, soyez pas timide, hein. Alors, mademoiselle, monsieur. Oui, bonsoir. Moi, j'ai une remarque. Je suis admirative du travail de maquillage pour vieillir les gens et tout. Je trouve que c'est vraiment des virtuoses. C'est des gens très connus qui ont fait ça. C'est des gens que vous ne connaissez pas, mais qui sont très connus dans ce métier. En fait, si vous voulez, mais il y a très peu d'équipes. Il y a peut-être 2 équipes. Il y a 2 grandes équipes en Europe qui font ça. Par exemple, le vieillissement de Charlotte, pour vous donner une idée à la fin, quand elle est sur le lit ou elle est malade, elle est à l'hôpital, c'est 6 heures de maquillage avec 2 maquilleurs, mais qui sont des maquilleurs, ce qu'on appelle des maquilleurs d'effets spéciaux. C'est-à-dire, ils recréent la peau, ils font un masque d'abord, et ensuite ils refont les rides en latex, ils refont tout, puis ils repeignent et tout ça, mais c'est un travail délirant, c'est 6 heures de travail sur le visage. Donc quand elle commence à tourner à 8 heures, elle arrive sur le plateau, il est 2 heures du matin, pendant que tout le monde ronfle. Et même Pierre Ninet à la fin. Et Pierre Ninet à la fin, c'est pareil, mais c'est le même système. Et Pierre, c'était un peu moins lourd, en fait, que Charlotte. Puisque Charlotte, en fait, en attaque, elle a déjà 40 ans, alors que lui, il a un vieillissement, en fait, plus court, puisqu'en fait, il a 44 ans à la fin. Alors qu'elle, à la fin, a 60 ans, et c'est vrai que le changement d'un visage, par exemple, est beaucoup plus marqué à partir de la cinquantaine et la soixantaine, surtout à cette époque-là où les gens faisaient beaucoup moins attention à eux, à leur peau, enfin, il n'y a pas tout ce qu'on connaît maintenant pour se cacher. Et bonsoir, monsieur. Bonsoir. Voilà. Et je suis d'origine polonaise. Je suis né pas loin de Wilno, donc à Suwałki, la ville en Pologne. Donc voilà que je suis vraiment touché par la réalité de ce film, par si on était vraiment présent en face d'une personne qui a 40 ans ou 60 ans, et puis une réflexion qu'elle m'a passé par la tête, comment on peut avoir un amour d'un fils, comment un émigré il peut avoir l'amour de sa patrie. Je pense qu'il faut condamner tous nos hommes politiques à regarder ce film-là. Ça, c'est une bonne idée. On va organiser une projection, tous les hommes politiques de droite, une projection de la promesse de l'eau. Oui, c'est le bien de la patrie qui doit dominer devant les biens particuliers. Oui, alors c'est en même temps, on parle d'une époque, hein, et on parle d'un personnage. Ça veut dire que pour Nina aussi, c'est ça qui est assez drôle dans le livre, c'est que dans le roman de Romain Gary, c'est que la France, tant qu'elle dit, il y a une phrase qu'il dit formidablement bien, c'est la France où Victor Hugo est président de la République. Donc ça veut dire, c'est une France de carte postale, c'est une France de champagne, c'est une France idéalisée un petit peu et qu'à cette époque, qui existe un peu à l'époque. C'est vrai qu'on a une France complètement idéalisée, qui est une France avec la Tour Eiffel, les artistes, le champagne, les grands écrivains, mais c'est une France en effet de loin. Ce que raconte Gary d'ailleurs, qui est très touchant dans La promesse de l'homme, c'est qu'il dit après j'ai passé ma vie à faire que la France ressemble à la France que ma mère imaginait, mais qui n'était pas en fait la réalité. Donc il a essayé de la construire, cette France. Donc, la France en ce moment, elle est moins que la dame, elle s'est imaginée.
C'est vrai, mais il y a longtemps. Il y a une sacrée décadence. Oui, mais c'est 50 ans, il y a 50 ans. C'est différent. Mais ça me fait plaisir. Si vous avez lu le livre et que vous trouvez que ça n'a pas trop trahi le livre, c'est formidable. C'est super. Bonjour, j'ai une question pour Nemo. C'est qui Bonjour. C'était pour savoir, c'est quoi ton meilleur souvenir dans le film? Mariette. Voilà, vous pouvez bien vous imaginer. Non, mais je pense que c'est un peu un tout. Franchement, moi, j'adore la période dans laquelle je joue. C'est un peu la période la plus gaie du film. À Nice, tout va un peu bien, en fait. C'est même dans la lumière et tout est chaud. Et outre cette scène bien sympathique avec Mariette, j'ai beaucoup aimé tout, en fait. Vraiment l'expérience en entier, être dirigé par Eric, jouer avec Charlotte Gainsbourg ou Jean-Pierre Daroussin, c'est un tout en fait qui ont fait de ce tournage une expérience incroyable pour moi, que je remercie Eric de m'avoir invité dans ce très beau film. Donc voilà, c'est un tout, il n'y a pas d'élément particulier. Ce qui a été le plus difficile, en repartant sur la scène de Mariette, j'étais un peu stressé au début. Ça a été un peu difficile. Mais la scène où j'ai eu le plus de pression, entre guillemets, c'est la scène où juste après, en fait, qui suit, quand elle les surprend et que j'ai la tête entre les fesses de Mariette, et après qui s'engueule derrière la porte des toilettes. C'est une scène très importante dans la continuité du récit, parce que c'est la première fois que Romain implose contre sa mère, en fait, qui lui dit « j'en peux plus, tu m'étouffes ». Et il n'y a que 2 moments dans le film où il implose comme ça. Du coup, c'est vrai que là, sur cette scène, je sais que c'était essentiel pour la relation de la mère et de l'enfant, en fait, dans le film. Donc, c'est cette scène sur laquelle j'ai le plus réfléchi, on pourrait dire.